Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire que je vous propose aujourd'hui est particulièrement choquante, donc âme sensible, s'abstenir. Elle a défrayé la chronique à l'époque. Bon, tout le monde a été choqué au Liban, au Moyen-Orient et même un peu partout dans le monde puisqu'on en a énormément parlé. Pour certains, c'était mérité, pour d'autres, absolument pas. Donc écoutez, vous aurez l'occasion d'exprimer votre opinion dans la partie commentaires. L'histoire d'aujourd'hui se déroule au Liban en 2010, à Ketermaya, une petite commune de 5000 habitants située à 47 km de Beyrouth. Rana Abu Mehri est une professeure de français de 32 ans, mère de 2 filles, Amina, 9 ans, et Zina, 7 ans. Elle a divorcé 5 ans plus tôt du père de ses filles, Fadel Rawas, et depuis Rana vit avec les petites chez ses parents Youssef et Kaoutar. Alors pour information, Fadel c'est un pseudonyme puisque je n'ai pas trouvé le prénom de son ex-mari, on a uniquement le nom de famille, Rawas. Donc j'ai décidé de le surnommer Fadel en hommage à l'un de mes chanteurs du Moyen-Orient que je préfère par-dessus tout, Fadel Shakir. Ce n'est pas inhabituel qu'une femme retourne vivre chez ses parents après un divorce, surtout quand elle a des enfants, puisque ça lui permet de pouvoir continuer de travailler, tandis que ses filles sont gardées par ses parents. Tout va relativement bien dans la famille Abu Mehri. Rana est fille unique, ses parents sont très heureux de pouvoir avoir leur fille et leurs 2 petites filles à la maison. Ils ont un peu plus de 70 ans, donc ça les occupe, et les enfants, généralement, ça fait vivre une maison. La seule ombre au tableau, ce sont les tensions entre Rana et son ex-mari Fadel. Alors, ce qu'il s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont divorcé, ils ont convenu ensemble que Rana retournerait vivre chez ses parents avec leurs 2 filles et que Fadel pourrait les voir quand il le souhaiterait. Le problème, c'est que lorsque le divorce a été prononcé officiellement, Rana a refusé qu'ils voient leurs filles. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants de leur brouille, mais ce qui est sûr, c'est que depuis 5 ans, donc depuis leur divorce, les relations sont très tendues entre eux. Le 28 avril 2010 à 15h, Rana sort du collège dans lequel elle travaille. Petite précision, ce n'est pas la même école où sont scolarisées ses filles. Elle passe à la librairie pour acheter des fournitures que ses 2 filles lui ont demandé la veille, puis elle prend la route pour aller chez ses parents à Ketermaya. Dans la rue, il y a de la musique, l'humeur est à la fête puisqu'un mariage est en cours. Lorsque Rana arrive devant la maison de ses parents à 15h30, elle remarque que le portail est fermé à clé. Et ça, c'est assez inhabituel. La seule porte que ses parents verrouillent, c'est celle qui mène à la maison, pas la porte du portail. On est dans une petite commune, comme je vous l'ai dit. Tout le monde connaît littéralement tout le monde. Donc en journée, quand Youssef ou Kaoutar sont chez eux, ils ne ferment jamais la porte du portail. Rana frappe au portail, pas de réponse. Elle regarde à travers les grilles du portail, mais elle ne voit personne dans la cour. Elle téléphone à son père, toujours pas de réponse. Rana appelle l'école de ses filles et la personne au bout du fil lui confirme que ses filles sont effectivement sorties de l'école à 14h30 et qu'elles ont pris le car scolaire. Et le chauffeur les a bien déposées devant le portail de la maison. À ce moment-là, Rana a un très mauvais pressentiment. Son père ne ferme jamais la porte du portail, surtout pas en plein milieu de l'après-midi. Il ne répond pas au téléphone, personne ne répond quand elle frappe au portail et ses filles ont bien été déposées devant la maison. Elle se rend chez les voisins et elle leur explique très rapidement la situation et elle leur demande de venir l'aider à forcer le portail de la maison. Ils viennent, ils parviennent à forcer le portail, ils rentrent et là, la porte de la maison est également fermée à clé. Donc elle leur demande de l'aider à forcer cette porte également, ce qu'ils font et à 15h45, elle pénètre enfin dans la maison de ses parents. Elle se précipite à l'intérieur, aucun bruit. Elle arrive dans le salon et là elle tombe sur le corps de son père Youssef allongé sur le canapé et recouvert de sang. Et à quelques mètres de lui, il y a sa mère Kaoutar qui est allongée au sol et qui est également recouverte de sang. Les voisins qui ont aidé Rana à entrer dans la maison sont complètement paniqués. Mais Rana voit trouble puisque la première chose à laquelle elle pense, ce sont ses 2 filles. Elle fait le tour de la maison, aucune trace d'Amina et Zina. Elle monte à l'étage et à proximité des toilettes, elle voit le corps des 2 fillettes. Zina et Amina sont couchées au sol et recouvertes elles aussi de sang. Et à première vue, les 4 victimes semblent avoir été poignardées à de très nombreuses reprises. La police et les secours sont prévenus, ils arrivent très rapidement sur place et la nouvelle fait le tour de Ketermaya. 2 personnes âgées et 2 fillettes ont été retrouvées sauvagement assassinées dans la maison familiale des Abu Mehri. 2 générations tuées. D'après l'autopsie des 4 corps, les victimes ont effectivement reçu plusieurs dizaines de coups de couteau dans le dos essentiellement et la petite Amina a même eu l'oreille gauche arrachée. Mais aucune des victimes n'a été abusée.
La police et les habitants de la commune sont sous le choc. Ketermaïa, c'est un petit coin tranquille. Alors certes, il y a des faits divers comme partout dans le monde. Quelques années plus tôt, un couple de personnes âgées a été tué à Ketermaïa. Mais ça concerne très rarement les enfants. Pour les enquêteurs, la première certitude, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cambriolage qui a mal tourné. Rien n'a été volé dans la maison. La famille Abu Mehri fait partie de la classe moyenne, ils possèdent des objets de valeur, et là, rien n'a été touché. Autre point, il n'y a aucun signe d'effraction, ni sur le portail, ni sur la porte de la maison. Donc que ce soit Youssef ou Kaoutar, celui des deux qui a ouvert la porte connaissait l'assaillant. Et il y a un autre point à souligner. Rien n'a été cassé dans la maison. Il n'y a aucune trace de grabuge, ni meuble renversé, ni quoi que ce soit. Ça, c'est un point qui est très important, puisque dans la mesure où 4 personnes ont été tuées dans cette maison, si elles avaient été tuées, on va dire simultanément, il y aurait des traces de violence quelque part. Là, c'est pas le cas. Ce que ça laisse penser, c'est qu'elles ont été tuées les unes à la suite des autres au moment où elles rentraient dans la maison. Sachant que les 2 fillettes ont quitté l'école à 14h30, on suppose que leurs grands-parents avaient déjà été tués à ce moment-là et que lorsqu'elles sont rentrées dans la maison, elles ont été tuées à leur tour. Donc la conclusion devant ces éléments, c'est que la personne qui s'en est pris aux membres de cette famille a patiemment attendu à l'intérieur que les uns rentrent à la suite des autres pour les assassiner. Et ça ne peut signifier qu'une chose, il s'agit d'une vengeance personnelle. Le jour même, les enquêteurs interrogent l'entourage et le voisinage de la famille Abu Mehri, et tous sont unanimes. Youssef était un homme respectable qui n'a jamais eu de gros différends avec qui que ce soit. Idem pour son épouse Kaoutar, elle était discrète et elle s'occupait de son foyer. Rana, qui est sous le choc, est également interrogée et elle non plus ne pense pas avoir d'ennemis. La seule personne qui lui vient en tête, c'est son ex-mari, Fadel Rawas. Depuis le divorce, c'est assez tendu puisqu'elle l'empêche de voir leur fille. Donc, si elle doit penser à un ennemi là tout de suite, ce serait lui. Cette piste est tout de suite écartée, puisque ce jour-là, Fadel ne se trouve pas au Liban. Et pour les enquêteurs, c'est assez compliqué d'enquêter, puisque au moment du meurtre, donc on suppose que c'est entre, on va dire, 13h et 15h, il n'y avait quasiment personne dans les rues. Il y a un mariage, donc tout le monde était affairé de son côté. Donc personne n'a rien vu, ni rien entendu. Sauf 2 garçons peut-être. Ils se souviennent d'un détail. Ils disent qu'aux alentours de 15h, ils se trouvaient à proximité de la maison des Abu Mehri et ils ont aperçu un homme sortir du portail de la maison discrètement. Ils n'y ont pas porté attention sur le moment puisque ils étaient occupés à autre chose et puis ça ne les concernait pas. Mais cet homme, ils le connaissent. On le surnomme l'Égyptien dans le coin. C'est un boucher égyptien de 38 ans qui s'est récemment installé à Ketermaïa, Mohamed Salim Moslim. Mohamed Salim Moslim est né en Égypte en 1972 et alors qu'il n'avait que 4 mois, sa mère les a abandonnés, lui et son père, pour s'installer au Liban avec un homme qu'elle a ensuite épousé. Mohamed est resté en Égypte avec son père qui s'est remarié et qui a eu d'autres enfants. Mohamed n'a jamais connu sa mère lorsqu'il était enfant et c'est un manque qui a causé chez lui des troubles psychologiques, on va dire, assez grave, d'autant qu'à l'âge de 4 ans, il a eu un accident qui a provoqué un traumatisme crânien assez sévère et qui a intensifié ses troubles. On dit de lui que c'est un homme qui est très agressif, qui peut parfois se montrer très violent pour des motifs tout à fait futiles, puis demander pardon une fois qu'il s'est calmé. Malgré ses troubles, Mohamed s'est marié en 1996, il a eu une petite fille, et peu de temps après la naissance de sa fille, sa mère, qui à ce moment-là vivait toujours au Liban avec son mari libanais, l'a contacté pour lui proposer de venir vivre chez elle à Ketermaïa. Après 38 années d'abandon, sa mère lui propose enfin d'être présente pour lui. Et elle lui dit qu'il aurait une bien meilleure vie au Liban. En Égypte, il travaille pour une misère dans un magasin d'aluminium. S'il vient vivre au Liban avec elle, il pourra considérablement améliorer son niveau de vie. Et il pourrait être avec elle. Mohamed réfléchit à peine à cette proposition qu'il l'accepte déjà. Et il parle de ce projet à son épouse qui refuse. Elle ne se voit pas quitter l'Égypte et sa famille pour un avenir incertain au Liban. Mais Mohamed a pris sa décision. Il divorce de son épouse, il abandonne sa fille et il part rejoindre sa mère au Liban en décembre 2009. Il passe par la Syrie et il rejoint le Liban illégalement puisqu'il n'a pas obtenu de visa et très vite il trouve un travail. Son beau-frère, donc le mari de sa demi-sœur, tient une boucherie, il l'embauche comme boucher. Mohamed est
enfin réuni avec sa mère pour rattraper ses 38 longues années d'absence. Mais c'est sans compter sur ses vieux démons. Lorsque Mohamed s'installe à Ketermaï, il tombe sous le charme d'une jeune fille de 17 ans, Orola. Il veut l'épouser. Il va demander sa main à sa mère, Badria, puisque le père d'Orola est incarcéré, et Badria refuse catégoriquement le mariage. Et ça, Mohamed a du mal à l'accepter. Donc pour se venger de Badria, en mars 2010, il viole sa plus jeune fille de 15 ans, Jamila. Badria dépose aussitôt plainte, mais entre-temps, Mohamed a pris la fuite et durant 1 mois, il se cache. Alors, cette partie n'est pas très claire, mais apparemment au Liban, il y a une loi qui prévoit un délai d'1 mois pour appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit lorsqu'on dépose plainte. Donc là, en l'occurrence, Badria a déposé plainte et si durant 1 mois, Mohamed n'est pas appréhendé par les autorités, les poursuites sont abandonnées. Il y avait également une autre loi qui a donc été abrogée entre-temps et qui permettait à l'auteur d'un viol de demander en mariage sa victime et lorsqu'il l'épousait, les poursuites contre lui étaient abandonnées. Donc là, dans ce cas de figure, est-ce que les poursuites contre Mohamed ont été abandonnées parce qu'on n'a pas mis la main sur lui pendant 1 mois? Ou est-ce que la justice a abandonné les poursuites puisque Mohamed a proposé d'épouser Jamila, mais Badria a refusé? Bon, toujours est-il que Mohamed n'a pas été condamné pour le viol de Jamila. Pour en revenir au massacre de la famille Abu Mehri, les enquêteurs disposent à présent du nom de leur principal suspect. L'enquête a été très rapide. Quelques heures seulement après le massacre, ils obtiennent le nom du potentiel suspect et sa localisation. Vers 19h, la police se rend au domicile de la mère de Mohamed et il s'y trouve. On procède à son arrestation. Et la première chose que les policiers remarquent, c'est que le t-shirt de Mohamed est taché de sang. Mais il a une explication, il est bouché, il s'agit de sang animal. Les enquêteurs récupèrent le t-shirt et l'envoient au centre médico-légal afin de l'examiner pour déterminer s'il s'agit effectivement de sang animal ou s'il s'agit du sang des 4 victimes. Et en attendant les résultats, Mohamed est interrogé et il nie toute implication dans le quadruple meurtre. Il ne connaissait même pas la famille Abu Mehri. Bon, là pour les enquêteurs, il y a une certitude, c'est que Mohamed leur ment, puisque Mohamed connaissait la famille Abu Mehri. On parle d'une petite commune dans laquelle tout le monde connaît plus ou moins tout le monde, et les membres de la famille Abu Mehri connaissaient Mohamed. Ça c'est une certitude, c'est le boucher, il le connaissait. Le domicile de sa mère est perquisitionné de fond en comble, et les enquêteurs mettent la main sur un couteau de boucher qui a été en partie nettoyé, mais sur lequel il reste des traces de sang. Et là encore, Mohamed a une explication, il est boucher. C'est normal de retrouver des couteaux de boucher à son domicile. Le couteau est bien évidemment envoyé au centre médico-légal afin de l'expertiser, mais Mohamed persiste et signe. Il n'a rien à voir avec ces meurtres. D'ailleurs, au moment du massacre, il était chez le coiffeur. Le coiffeur est interrogé par la police et il confirme qu'effectivement, Mohamed est bien venu se faire coiffer chez lui vers midi, mais il n'est resté qu'une dizaine de minutes. Les enquêteurs confrontent Mohamed aux déclarations du coiffeur ainsi qu'aux témoignages des 2 garçons qui l'ont vu sortir de la maison des Abu Mehri en début d'après-midi et finalement, il passe aux aveux. Oui, c'est bien lui qui a commis ces 4 meurtres, mais il va tout nous expliquer. Mohamed raconte qu'en sortant de chez le coiffeur, il s'est rendu au domicile de la famille Abu Mehri pour voir Youssef. Il était 12h45 et s'il voulait voir Youssef, c'est pour un sujet très sensible. Mohamed explique aux enquêteurs qu'un mois plus tôt, il a violé une jeune fille et il veut absolument l'épouser. Mais la famille de sa victime ne le veut pas. Donc il a pensé que Youssef pourrait intercéder en sa faveur auprès de la famille. Youssef a attentivement écouté son délire et fou de rage, il lui a demandé de quitter sa maison. Il lui a dit de ne plus jamais y remettre les pieds. Et ça, Mohamed a eu du mal à l'accepter. Mohamed a beaucoup de mal à accepter les choses. Donc il a suivi Youssef à l'intérieur de la maison, il a saisi un couteau et il a poignardé le vieil homme. Peu après, Kautar est rentrée des courses et en rentrant dans la maison, elle a vu son mari allongé sur le fauteuil. Elle s'est dirigée vers lui et là, Mohamed s'est jeté sur elle par derrière et il l'a poignardée à son tour. Mohamed a patiemment attendu et vers 15h, Amina et Zina sont à leur tour rentrées dans la maison. Elles ont aperçu leur grand-mère et leur grand-père morts, recouverts de sang, et Mohamed s'est jeté sur les 2 fillettes. Elles se sont précipitées à l'étage pour lui échapper, mais il les a rattrapées et il les a sauvagement poignardées. Puis, il est reparti de la maison en refermant derrière lui la porte de la maison et le portail, et il assure qu'il était tout seul. Pour les enquêteurs, cette histoire est quand même assez bizarre. Pour quelle raison Mohamed aurait demandé à Youssef d'intercéder en sa faveur?
Il n'y a aucun lien entre ces deux hommes, ils ne sont pas de la même famille. Donc pourquoi Mohamed aurait demandé à Youssef d'intercéder pour lui? Et pour quelle raison il aurait ensuite tué Kautar et les deux fillettes? Certes, il avait de la haine envers Youssef parce que Youssef avait refusé de l'aider, mais est-ce que c'était une raison suffisante pour tuer la grand-mère et les deux enfants? À ce stade, les enquêteurs n'ont pas encore mis la main sur la plainte pour viol qui vise Mohamed, puisque là on est quelques heures seulement après le massacre. Le lendemain, et en attendant les résultats de l'institut médico-légal, la police décide de procéder à une reconstitution sur place. Le but, vous l'aurez compris, c'est de s'assurer que Mohamed ne ment pas quand il affirme qu'il était tout seul pour commettre ces 4 meurtres. Et pour cette reconstitution, la police a prévu 2 convois de police et 6 policiers seulement. Lorsque les 2 convois de police arrivent à Catermaïa, une foule et les médias les attendent. Les funérailles de la famille Abu Mehri sont prévues dans l'après-midi. L'émotion est à son paroxysme dans la petite commune. Et les 2 voitures de police ont à peine le temps de rentrer dans Catermaïa qu'elles sont prises d'assaut par des centaines d'habitants. Mohamed est violemment extirpé de la voiture dans laquelle il se trouvait et devant les caméras des journalistes, il est traîné au sol et passé à tabac. Les quelques policiers ne parviennent pas à le récupérer ou à le protéger puisqu'ils doivent assurer leur propre sécurité. Et toute la scène est filmée par les caméras des journalistes. Alors je ne pense pas que je pourrais diffuser ça, à moins que je floute au maximum, mais c'est une véritable boucherie. Mohamed est tabassé, il est poignardé à de très très nombreuses reprises, il est dénudé, il est traîné au sol. Voilà. Peu après le début du lynchage, les policiers parviennent enfin à récupérer Mohamed. Ils le mettent dans la voiture pour le conduire à l'hôpital de Cibline qui se trouve à proximité. Mais les habitants n'en ont pas fini avec lui. D'autant que l'hôpital de Cibline, c'est précisément l'hôpital où se trouvent les 4 victimes. Et les habitants de Catermaïa n'acceptent pas l'idée qu'on puisse le conduire dans cet hôpital pour qu'il soit soigné. Donc la voiture est de nouveau assaillie par des centaines d'habitants. Mohamed est une nouvelle fois extirpé, il est traîné au sol. À ce moment-là, il est encore vivant. Et les gens continuent de le frapper, de le rouer de coups avec tout ce qui leur passe sous la main, puis on le hisse sur une voiture afin que tout le monde puisse assister au spectacle de sa mort. Les caméras n'en ratent pas un bout. Et pour finir, son corps est suspendu à un poteau électrique à l'aide d'une corde et d'un crochet de boucher. Et pendant près d'une demi-heure, la foule applaudit. Le lynchage de Mohamed, qui a été filmé par la presse, devient le jour même viral. Dorénavant, il ne sera plus question du quadruple meurtre de la famille Abu Mehri, mais du lynchage public de Mohamed Salim Moslim, ce qui a profondément touché Rana, puisque le massacre de sa famille est aussitôt passé au second plan. Quelques heures après le lynchage de Mohamed, le gouvernement libanais a réagi demandant des explications et une enquête au plus vite. Le ministre de l'Intérieur a présenté ses condoléances à la famille Abu Mehri, mais il a déploré que la justice n'a pas été rendue par la seule voie acceptable, celle d'un tribunal. D'autant que l'enquête était toujours en cours et que Mohamed devait encore être interrogé. Et pour répondre à ceux qui se posent la question, qui sont fébriles, voire stressés depuis quelques minutes, les résultats médico-légaux sont tombés et ils démontrent que Mohamed Salim Moslim était effectivement le meurtrier. Le sang qui se trouvait sur la chemise de Mohamed correspond au sang de la grand-mère Kautar et le sang retrouvé sur le couteau correspond à celui de Zina. Et on a également trouvé du sang et de la sueur de Mohamed sur le manche du couteau. Et les empreintes de Mohamed ont été retrouvées un peu partout dans la maison des Abu Mehri. Donc là, clairement, ça laisse peu de place au doute. Après, bien sûr, ça ne justifie pas le lynchage public qu'il a subi, mais ça aurait quand même été fort de café de découvrir ensuite que c'est pas lui l'assassin. Donc certains se sont réjouis de ce qui lui arrivait en expliquant que c'était parfaitement mérité. Il y a par exemple le maire de Catermaïa qui a dit que la punition de Mohamed était à la hauteur des crimes qu'il avait commis. Et pour d'autres, au contraire, ça a terni l'image de Catermaïa et de ses habitants, surtout que l'enquête est toujours en cours. La police avait besoin de réinterroger Mohamed parce qu'il y a énormément de zones d'ombre dans ce dossier. Comme je vous l'ai dit, pour quelle raison Mohamed s'est rendu chez Youssef pour lui demander d'intercéder en sa faveur? Pour quelle raison Youssef aurait accepté alors que Mohamed ne fait pas partie de sa famille? Et autre point et pas des moindres, le couteau qui a servi à ce quadruple meurtre n'appartenait pas à la famille Abu Mehri. Donc, il appartenait à Mohamed. Mais pourquoi Mohamed a emporté ce couteau avec lui s'il souhaitait simplement demander un service à Youssef? Ça n'a pas de sens.
Là, ce que ça démontre, c'est que c'était prémédité. Dans ce cas, le mobile qu'il a fourni aux enquêteurs n'était pas le vrai. Et puis, est-ce qu'on était sûr qu'il était vraiment seul pour tuer ces 4 personnes ? Quoi qu'il en soit, l'affaire du lynchage de Mohamed fait le tour du monde. Et du côté de l'Égypte, on n'est pas content. L'ambassade d'Égypte au Liban publie un communiqué dans lequel elle condamne le meurtre de Mohamed et les mutilations qu'il a subies. Les images ont fait le tour de la toile et de la presse. Et le gouvernement égyptien demande également que les coupables soient traduits en justice le plus rapidement possible. Les médias égyptiens déclarent même que les autorités libanaises sont complices. Elles ont livré Mohamed à la populace en sachant pertinemment quel sort lui serait réservé. تقصير اوكي من الاشخاص المسؤولين ولا نزل له بوقت غير متناسب تماما مع انتظار وصول الجسامين ودفنهم. سوء التقدير اللي ممكن يكون الأجهزة الأمنية أو من أعطى أمر للأجهزة الأمنية بسوق المشتبه به إلى كترماية أساءوا التصرف، لكن سوء التصرف اللي بيتحاسبوا عليه بذاته ليس ولا بصورة من الصور مبررا لما جرى من بعد. Toujours est-il que l'enquête sur le massacre de la famille Abu Mehri continue, puisque pour les autorités libanaises, il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Ils ne croient pas la version avancée par Mohamed. Pour eux, il y a forcément quelque chose derrière. Et peu après le lynchage public de Mohamed, coup de théâtre. Dans le cadre de l'enquête, l'un des policiers parvient à remettre la main sur la plainte déposée par Badria 1 mois plus tôt pour le viol de sa fille Jamila. Vous vous souvenez ? Et lorsque le policier lit le document, il remarque quelque chose de très étrange. Badria s'appelle Badria Abu Mehri. Ce n'est autre que la nièce de Youssef, donc la cousine de Rana. Ça, c'est quand même une sacrée coïncidence. Mohamed agresse une jeune fille, la mère de cette jeune fille dépose plainte contre lui, et 1 mois plus tard, Mohamed massacre 4 membres de la famille de cette femme. Alors au départ, les autorités libanaises n'avaient pas cette information. Ça a pris du temps avant qu'ils ne mettent la main dessus, environ 1 mois. Et maintenant qu'ils voient ce lien de parenté entre les victimes du massacre de Mohamed et la victime de viol de Mohamed, ils se disent que c'est assez étonnant. Le 20 mai, Badria est interpellée et elle est interrogée par la police. Et au fur et à mesure de son interrogatoire, elle admet qu'elle avait un différend assez grave avec son oncle Youssef. Alors, comment est-ce que la police est parvenue à faire parler Badria ? On ne le sait pas. Toujours est-il que Youssef avait récemment découvert que Badria se prostituait depuis l'incarcération de son mari. Et quand Youssef a su ça, ça l'a mis très en colère. Et il a menacé sa nièce de tout répéter à son mari si elle n'arrêtait pas de faire ça. Pour les enquêteurs, ces révélations permettent de voir le dossier sous un nouvel angle. Depuis le départ, eux doutent du mobile de Mohamed. Il ne leur paraît pas suffisamment, on va dire, sérieux. C'était beaucoup trop léger ce qu'il leur avait raconté. Youssef refuse d'intercéder en ma faveur. Je le poignarde, je poignarde sa femme, je poignarde les petites. Pour eux, voilà. Cela dit, Badria semble avoir un mobile quand même beaucoup plus sérieux. Si Youssef avait répété à son mari qu'elle se prostituait, elle aurait pu avoir de très gros problèmes. Donc les enquêteurs se disent « Ok, Badria va un mobile. » Mais comment Mohamed est arrivé au milieu de tout ça, sachant que c'est un homme contre qui elle avait déposé plainte parce qu'il avait violé sa fille. Donc ils décident d'enquêter sur Badria, et ce qu'ils apprennent, c'est que les semaines et les jours qui ont précédé le quadruple meurtre, Mohamed a été aperçu à plusieurs reprises chez Badria. Ça n'a ni queue ni tête. Badria a déposé plainte contre Mohamed. Donc qu'est-ce qu'il partait faire chez elle ? Donc là, les enquêteurs se demandent si finalement Badria n'aurait pas commandité le meurtre de son oncle auprès de Mohamed, en échange de quoi elle aurait accepté qu'il épouse sa fille Jamila. La police a interrogé le voisinage de Badria, comme je vous l'ai dit, et les voisins ont dit qu'ils avaient vu Mohamed se rendre chez Badria les semaines précédant le meurtre. Mais il y en a qui ont également aperçu Youssef se rendre chez sa nièce 2 jours avant son meurtre. Donc là, pour les enquêteurs, ils sentent qu'ils tiennent quelque chose. Ils confrontent Badria à tous les éléments qui pointent vers elle, et elle finit par avouer les choses à demi-mot. Mais c'est pas vraiment ce qu'on croit.
Elle explique aux enquêteurs que 2 jours avant le massacre, son oncle Youssef est passé la voir pour la mettre en garde. Il lui a dit « Écoute, c'est la dernière fois que je te demande d'arrêter de faire ça. Dans le cas contraire, je te balance à ton mari. » Badria a contacté Mohamed, ils se sont vus. Et là, il lui a dit « Mohamed, tu auras le droit d'épouser ma fille Jamila à condition que tu règles mon problème avec mon oncle. » Mohamed lui aurait demandé comment régler le problème, mais Badria jure qu'elle ne lui a jamais parlé de meurtre. Elle lui a juste demandé de lui faire peur. C'est ce qu'elle entend par régler le problème, évidemment. Le souci dans le cas présent, c'est que Mohamed n'est plus là pour pouvoir confirmer ou infirmer ses déclarations. Toujours est-il que Badria est mise en examen pour être le commanditaire de ce quadruple meurtre. Elle passe devant un juge et elle réitère ce qu'elle a déjà dit aux enquêteurs. Oui, c'est vrai, elle a parlé à Mohamed, mais elle jure qu'elle ne lui a pas demandé de tuer sa famille. Elle voulait simplement qu'il fasse peur à son oncle. Et elle affirme que les enquêteurs l'ont torturée pour soutirer ses aveux. Autant vous dire qu'il n'en fallait pas plus à la presse égyptienne pour décréter qu'en fait, Mohamed a été la victime d'une manipulatrice sans scrupules. Rien que ça. Dans le cadre de l'affaire du lynchage de Mohamed, 10 habitants de Ketermaïa sont finalement mis en examen pour son meurtre. Et ça choque particulièrement l'opinion publique, puisque dans les images du lynchage, on peut parfaitement voir qu'il n'y a pas que 10 personnes qui le tabassent et qui le lynchent, il y en a au bas mot 100. Donc beaucoup se demandent pour quelles raisons ce sont ces 10 personnes-là qui ont pris pour toutes les autres. Si eux sont jugés et condamnés, dans ce cas-là, tout le village de Ketermaïa doit être jugé et condamné. Bon, finalement, ces 10 hommes sont relâchés faute de preuves, puisqu'on ne sait pas avec certitude s'ils ont effectivement lynché Mohamed. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'affaire Akouyadav, on est précisément dans le même cas de figure. Entre-temps, la dépouille de Mohamed a été renvoyée en Égypte pour être remise à sa famille, mais avant ça, le corps est transféré à l'Institut médical du Caire pour procéder à son autopsie. Un rapport de 5 pages est remis à la justice égyptienne par un médecin légiste, et les résultats sont ensuite rendus publics. Et forcément, le peuple égyptien est choqué et consterné. Mohamed a été massacré. Il a reçu de nombreux coups de couteau ou d'objets lourds et contondants sur l'intégralité du corps et à la tête, et ses organes internes étaient déchiquetés. Il a longuement agonisé. L'hypothèse qui a été soulevée en Égypte, c'est que, en fait, Mohamed n'a pas été tué par cette foule parce qu'il aurait prétendument assassiné 4 personnes. Non, il aurait été tué par le parti politique du Hezbollah, parce qu'il était égyptien. Donc, il s'agirait d'un crime politique. Mais ce scénario a été démenti par le Liban. Certes, Mohamed a été cruellement assassiné sur la place publique. Cela dit, ce que de nombreux observateurs ont expliqué, c'est que s'il avait été libanais, il aurait été tué de la même manière. On peut quand même souligner un point, c'est que le jour de la reconstitution, les mesures n'étaient pas suffisantes pour le protéger. Il n'y avait que 6 policiers et 2 convois de police pour des milliers d'habitants qui n'attendaient qu'une chose, le massacrer. Donc ça, c'est vraiment la question en suspens. Pour quelle raison la police a prévu aussi peu d'effectifs pour sa protection ? Toujours est-il que le 8 mars 2018, 8 ans après les faits, Badria Abu Mehri est reconnue coupable d'avoir commandité le meurtre de Youssef, Kautar, Zina et Amina. Elle est condamnée à 15 années de prison et non pas à la peine de mort. La sentence a été vivement critiquée au Liban, mais la Cour a estimé que Badria avait des circonstances atténuantes, des lacunes intellectuelles et sociales. En gros, elle n'était pas très fut-fut et elle était pauvre. Donc voilà le pourquoi de cette sentence. Elle aurait pu être condamnée à la peine capitale, mais le Liban continue de prononcer la peine capitale, mais il ne l'applique plus depuis 2004, si je vous dis pas de bêtises. Donc en soi, même si elle avait été condamnée à la peine de mort, elle n'aurait de toute façon jamais été exécutée. Rana Abu Mehri, quant à elle, s'est retrouvée du jour au lendemain orpheline et sans enfant. Et à ce jour, personne n'a jamais été condamné pour le lynchage de Mohamed Salim Moslim, la justice libanaise estimant qu'il n'a pas été possible d'isoler les responsables. Il est néanmoins officiellement reconnu comme l'homme qui a assassiné les 4 membres de la famille Abu Mehri une après-midi d'avril 2010. Bon, et bien voilà tout pour cette affaire. Franchement, elle m'a beaucoup fait penser à l'affaire Akouyadav. Vous savez, l'affaire qui se passe en Inde. Donc voilà, je vous remets le lien, enfin peut-être que vous l'aurez un peu avant. J'étais consternée, mais en même temps, je me suis dit, en fait, je sais pas. Est-ce que moi, je serais capable de faire un truc ? Je ne sais pas. Parce que souvent, quand on voit les gens faire ça, genre se rendre justice eux-mêmes, bah, on dit toujours, c'est quoi, c'est sauvage et tout. Mais d'un autre côté, je me dis, mais
est-ce que nous-mêmes, on n'en serait pas capable si, genre, une personne... si la justice ne faisait pas son travail, si les autorités ne faisaient pas leur travail. Voilà, là, en l'occurrence, les autorités ont quand même fait leur travail, même s'il n'a pas été arrêté pour le viol de Djamila. S'il avait été arrêté pour ça, il n'aurait certainement pas commis, c'est même sûr, il n'aurait pas commis ce quadruple meurtre. Mais voilà, après pour Badria, j'ai pas compris le délire, en fait, on la condamne qu'à 15 ans, parce qu'elle n'est pas fut-fut. Enfin, si ça devait servir de motif pour atténuer les peines, mais en vrai, il n'y aurait plus personne en prison. Donc j'ai trouvé ça cruel, surtout quand elle dit non, mais je voulais juste qu'il le menace. Mais arrête Badria, non franchement faut arrêter le délire. Elle savait pertinemment ce qu'elle faisait en parlant à Mohamed de régler le problème. Donc ça m'a fait de la peine pour Rana, même si on peut critiquer son choix de ne pas avoir permis à son ex-mari de voir leurs enfants. Après je connais pas toute leur histoire personnelle, mais bref, même si on peut critiquer son choix d'avoir coupé le père des enfants, il n'en reste pas moins que du jour au lendemain, elle s'est retrouvée orpheline et sans enfant. Et je crois qu'elle n'a même jamais refait sa vie. J'ai pas lu quoi que ce soit dans ce sens-là. Donc ça me fait trop mal au cœur. Elle était fille unique, Miskina. Vous vous rendez compte, c'est horrible. Et le père aussi qui... Ensuite, il a dû rentrer au Liban. Il avait plus ses filles. Enfin, vraiment, dans cette histoire, rien ne va. Tout est horrible. Les choix des uns des autres. Badria qui veut faire une transaction avec Mohamed sur sa fille, alors que sa fille, Miskina, il l'a violée. Enfin, dégueulasse. Donc, ouais. Écoutez, n'hésitez pas à me mettre en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Moi, je l'ai trouvée vraiment cruelle, je l'ai trouvée ignoble, je l'ai trouvée glauque, lugubre, bref, tous les mots possibles et imaginables. Et il y avait un autre truc, mais je l'ai oublié. Donc, je pense que je vais en rester là. Ouais, je l'avais là et je l'ai plus. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Bref, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Vraiment, j'ai hâte de lire vos retours. Et ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.